Le monde paysan au Moyen Âge. Alors l'économie rurale est caractérisée par la polyculture. La base est la culture des céréales, l'orge d'hiver en Méditerranée, le seigle sur les terres ingrates ou encore l'épeautre. Les paysans cultivent également des fruits et des légumes. Et l'élevage est surtout pratiqué pour les produits laitiers, les œufs, la laine. La vigne, cultivée sur certains terroirs, demande une main-d'œuvre importante mais elle est rentable. À ces activités s'ajoute l'artisanat, le travail du textile, du cuir, de la céramique, du bois, du fer, de la tonnellerie. Les espaces incultes sont très utilisés pour la pâture des animaux, le prélèvement de bois, de baies, de champignons ou de roseaux et de poissons dans les marais. La société paysanne est diverse avec une multitude de statuts et de modes d'appropriation de la terre. De manière générale, la seigneurie est le cadre. Le seigneur détient l'autorité publique et assure la protection, la justice, mais demande en retour des prélèvements aux hommes sous son autorité. La taille, c'est-à-dire l'impôt dû au seigneur, des corvées, auxquelles s'ajoutent les banalités pour l'utilisation d'équipements publics, le four ou le moulin, ainsi que des taxes prélevées sur les marchandises qu'on appelle ton-lieu. On peut distinguer les alletiers qui possèdent librement leurs terres, on en trouve encore sur les domaines princiers ou sur les zones frontalières telles que la Catalogne, des tenanciers qui tiennent leurs terres en échange d'une redevance, un cens en argent ou le plus souvent un champard en nature. Une partie d'entre eux qu'on appelle les serfs est attachée à la terre du seigneur. Ils ne peuvent la quitter sans son autorisation, même pour se marier, à moins de payer une redevance, le fort mariage. Ils versent également des redevances supplémentaires, telles le cheuvage ou la main morte pour que leurs enfants puissent cultiver leurs terres à leur mort. Alors l'habitat et les territoires évoluent avec la croissance rurale et la seigneurie. Plutôt dispersées pendant le Haut Moyen Âge, les populations ont tendance à se regrouper au XIe et XIIe siècle. Alors autour d'une église et d'un cimetière qui est sacré, la paroisse apparaît avec les premières œuvres chargées de la gestion des bâtiments, l'émergence des premiers hôpitaux paroissiaux. Et des villages apparaissent également autour de châteaux, comme l'illustre la chronique de Lambert d'Ardres en Flandre autour de 1200, qui présente un village qui se structure autour d'une motte, puis d'un nouveau donjon plus monumental commandé par le seigneur. En Méditerranée, le village est le plus souvent fortifié et resserré autour d'un château ou d'une tour. L'émergence d'une communauté paysanne permet de défendre certaines revendications. La fixation des usages locaux par écrit concourt à lutter contre les excès et l'arbitraire des seigneurs. La liberté progresse. Au sud des villages se voient accorder des franchises, mais les révoltes agraires sont sévèrement réprimées. Plutôt rares au XIe-XIIe siècle, elles sont plus nombreuses au XIVe et au XVe siècle avec la dégradation de la conjoncture. Par exemple, en 1358, en Île-de-France, la crainte de pillage par des soldats mal encadrés et mal payés se mue en haine des nobles, c'est la jacquerie de Jacques, le vêtement court des paysans. Les Jacques choisissent des chefs et entreprennent de démanteler les places fortes jugées menaçantes. En 1363-1389, dans le Midi, en Auvergne et Languedoc, des paysans et des artisans, les Tuchins, se révoltent à leur tour contre la pression fiscale et la violence des mercenaires, des routiers. Dans un troisième point, je vais revenir sur cette évolution de la conjoncture. À partir du Xe siècle, la croissance rurale est favorisée par le volontarisme des autorités. Les seigneurs et les monastères profitent de l'essor démographique et étendent les terres cultivées avec le défrichement. La demande seigneuriale et urbaine diffuse la culture de la vigne et de l'avoine pour les chevaux, du froment pour le pain blanc, et permet de passer d'une rotation biennale à une rotation triennale où alternent l'avoine et le froment dans un premier temps, puis le seigle et enfin la jachère. De nouvelles techniques se diffusent, le sol est mieux cultivé grâce à l'usage de l'araire en Méditerranée afin de retourner la terre
et de la charrue au nord, munie du coutre, un grand couteau vertical qui pénètre la terre, et prolongé d'un versoir qui la rejette sur les côtés, créant des parcelles en lanières. Les animaux de trait sont aussi plus performants grâce à un meilleur attelage, le collier d'épaule pour le cheval, le joug de corne et de poitrine pour les bœufs, et ils sont également ferrés. Des équipements collectifs se répandent, le four commun qui permet de passer de la bouillie de céréales au pain, les moulins à vent et à eau, à roues verticales, avec leur aménagement, les pêcheries, les viviers. Cependant, au milieu du XIIIe siècle, cette croissance atteint ses limites. D'abord, faute de nouvelles terres, les tenanciers divisent leur exploitation pour caser leurs fils. On assiste donc à un morcellement des terres. Et la micro-exploitation de moins de 2 hectares domine, d'où une fragilité face aux aléas climatiques et un endettement important des familles paysannes sous forme de rentes perpétuelles ou d'emprunts à court terme. Les ressources de la terre sont sollicitées partout et on observe une hausse importante du prix du bois, ce qui explique en 1219 la première ordonnance forestière royale par Philippe Auguste. L'accès aux forêts est de plus en plus restreint avec l'apparition de la garenne, la réserve de chasse du seigneur, et empêche aux paysans d'accéder aux ressources forestières et entraîne leur mécontentement. Et on observe après 1270 une dégradation, des famines régionales à Verdun, Metz, en 1283-1284, puis en 1294-95, et en 1315-1317, une famine brutale secoue toute l'Europe du Nord-Ouest. Les épidémies et le retour de la peste entraînent un recul de la population. Et pour survivre, les paysans produisent trop au regard du nombre d'enfants et les prix baissent, c'est la déflation. Les guerres, en particulier face à l'Angleterre, coûtent cher aux paysans, avec des équipements et des productions réquisitionnées, des bandes de routiers démobilisés qui sèment la terreur et une très forte pression fiscale de la taille royale à partir de la capture de Jean II en 1356. À partir de Charles VII, puis de Louis XI, on assiste cependant à une reprise. Les progrès de l'administration royale et la paix offrent un contexte plus favorable. La baisse de la population permet aux survivants des épidémies de mettre fin au morcellement des terres et d'abandonner les plus incultes pour se concentrer sur les plus fertiles.